Moi, j'ai entendu des soldats français pendant cette opération me dire on en a marre de se faire réclamer par des assassins. Ils avaient compris. Et dans le même temps, ils recevaient des ordres qui leur disaient aidez ces assassins. Allez expliquer aux soldats ce qu'on leur a demandé de faire. C'est dingue. Et de la même manière, les Congolais, on leur a ressassé à travers tous les médias internationaux pendant des années et des années que leur pays avait été le théâtre d'un deuxième génocide. Ils vous disent, au bout des discussions, ben non, c'était pas un génocide. Mais c'est incroyable ce qu'on a essayé de faire à ces gens. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cet entretien hebdomadaire des bouquins dans les poches sur Tendance Ouest. Le génocide des Tutsis au Rwanda a fait 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Après ce crime de masse, près de 2 millions de Hutus ont quitté le pays et se sont regroupés dans des camps au Zaïre voisin, devenus depuis la République démocratique du Congo. Ces exilés pensaient retourner au Rwanda, mais l'avancée du Front patriotique rwandais a empêché ce retour. Depuis, des responsables politiques français accusent l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, d'avoir provoqué un deuxième génocide, celui des réfugiés Hutus en République démocratique du Congo. Et un journaliste, et pas des moindres, prix Albert Londres, prix Bayeux, des correspondants de guerre, présent sur place en 1994, a enquêté sur la véracité de ces accusations de deuxième génocide. Bonjour Patrick de Saint-Exupéry. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, ancien grand reporter au Figaro, fondateur de la revue 21 que vous avez dirigée pendant 10 ans. Vous publiez La Traversée aux éditions Les Arènes. Ce livre est un reportage au long cours, fascinant, émouvant, troublant aussi. C'est un périple dans les entrailles de l'immense forêt congolaise de Kigali à Kinshasa, sur les traces des réfugiés, à la rencontre de témoins. Et ces témoins sont le fil conducteur avec le fleuve Congo de cet ouvrage. Patrick de Saint-Exupéry, pourquoi avez-vous souhaité retourner sur place et réaliser cette traversée dangereuse de Kigali à Kinshasa ? Pour une raison toute simple, c'est que moi je vois depuis des années et des années cette hypothèse d'un éventuel deuxième génocide qui se serait produit dans la même région et à quelques années près. Je vois cette hypothèse se renforcer depuis des années et des années. Or, j'ai fini par douter, par me dire, moi je pensais que ce n'était pas possible à la base, mais il y a très longtemps de cela, puisque c'est François Mitterrand qui a introduit cette deuxième hypothèse, il y a plus de 20 ans maintenant, et donc j'y croyais pas beaucoup à l'époque, mais en même temps je voyais cette hypothèse fleurir et se renforcer. Et à un moment, je me suis dit, c'est une hypothèse, je vais aller sur place et refaire ce chemin suivi par les réfugiés Hutus pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et voilà, c'est la traversée, c'est le livre dont vous parlez. Vous la contestez, ce deuxième génocide, cette existence d'un deuxième génocide, celui des Hutus, perpétué par les victimes du premier. Pourquoi vous la contestez ? C'est pas que je le conteste, c'est simplement qu'il n'y en a pas eu de deuxième génocide. Vous savez, un génocide, c'est quelque chose d'inouï, de singulier, de très particulier. L'idée d'un génocide, c'est de faire disparaître de la surface de la Terre toute une population. Femmes, enfants, nouveau-nés, vieillards, on les fait tous disparaître et on va les faire disparaître jusqu'à leur mémoire même. C'est-à-dire on éradique toute une population. Ça s'est produit 3 fois pendant ce siècle, et le dernier est celui du génocide des Tutsis en 1994 au Rwanda. Et moi, pendant cette traversée, j'ai trouvé des traces de guerre, de combat, j'ai trouvé beaucoup de douleur, parce que ces réfugiés Hutus ont traversé un enfer à travers le Congo. C'est une très grosse forêt équatoriale qui est à la fois magnifique et qui est très difficile. Ils ont vécu des choses très difficiles, mais ça n'est pas un génocide. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, et c'est presque un peu bizarre, c'est que l'idée du génocide est pas tout à fait, réalisée. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, et pour les Congolais, qui disent ça en toute innocence, parfois, un massacre plus un massacre plus un massacre, c'est pas un génocide.
Et un génocide, c'est pas des tas de massacres. Ça, c'est des crimes de guerre, voire plus, mais c'est pas un génocide. Un génocide, c'est cette idée absolument qu'on a du mal à appréhender, quoi, de tous les faire disparaître, tout un peuple, jusqu'à sa mémoire même. C'est une idée absolue, incroyable. Et au Congo, il ne s'est simplement pas passé de deuxième génocide. Et lorsque vous dites ça, vous n'êtes pas en train de minimiser des événements du Congo où il y a eu effectivement des morts de faim, de famine, dans les combats, de maladies. Il y en a eu un certain nombre, un chiffre qui est très difficile à estimer au jour d'aujourd'hui, mais il y en a eu, mais ça n'était pas un génocide. Et en fait, on se rend compte que cette idée du deuxième génocide, avancée par François Mitterrand, était une idée qui permettait d'occulter le premier génocide. C'est la question que j'allais vous poser, Patrick de Saint-Exupéry. Quel intérêt a la France, dont ses plus hauts responsables politiques, vous le disiez, François Mitterrand, mais aussi Hubert Védrine, à l'époque, en 94, secrétaire général de l'Élysée, à avancer cette théorie du double génocide? C'est quoi l'intérêt ? Alors d'abord, cette idée du double génocide est avancée par François Mitterrand, Hubert Védrine, des responsables politiques de différents partis, des hauts officiers dans l'armée française, des intellectuels, des humanitaires. Elle a été avancée et défendue par tous ces gens-là. Après, certains étaient intentionnés, d'autres, à mon sens, se sont un peu laissés emporter, mais ceux qui étaient intentionnés, l'idée était celle-ci, c'est le premier génocide, celui des Tutsis, pose énormément de questions sur le rôle de Paris dans ce génocide. Et pour gommer un peu toutes ces questions, pour les effacer ou en tout cas les occulter, on a enfourché le cheval d'un deuxième génocide. Et vous savez, quand on est embêté par un problème, on cherche toujours un peu à noyer le poisson. Et on remue la mare et on fait sortir la vase. Et après, plus personne ne voit rien. C'est un peu ça le deuxième génocide. Ça permettait d'occulter beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire que les acteurs politiques, militaires français, peuvent être accusés de complicité dans le premier génocide? Il y a pas longtemps encore, en 2014, ce sont des accusations qui ont encore été portées par le président actuel du Rwanda, Paul Kagame, lors de la commémoration du 20e anniversaire du génocide. Vous savez, après Paul Kagame a le droit de dire ce qu'il veut, mais d'un point de vue extrêmement pratique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de participation directe de Français au génocide des Tutsis. Ça, c'est une certitude, en tout cas, de mon point de vue. Mais il y a en revanche des cas de participation indirecte. Et juridiquement, ça a un nom, ça s'appelle la complicité. Le crime de génocide est imprescriptible. Donc, effectivement, ça peut toujours entraîner des poursuites judiciaires. Ça, c'est clair, c'est évident. Maintenant, c'est à la justice de se mettre en œuvre, et ne serait-ce que pour permettre aux personnes incriminées de se défendre. Podcast by Tendance Ouest. Patrick de Saint-Exupéry, vous évoquiez François Mitterrand, Hubert Védrine, d'autres responsables politiques et militaires. Un autre élément jette le trouble et que vous connaissez bien, c'est en 2010 le rapport du projet Mapping publié par les Nations Unies qui évoque des crimes de génocide commis en République démocratique du Congo. Ce sont aussi des rapports de Médecins sans frontières. Les rapports s'accumulent et finalement donnent foi aux propos de François Mitterrand. Oui, vous avez raison de mentionner cela. Il y a un certain nombre de rapports, mais lorsqu'on les lit en détail et lorsqu'on les confronte à la réalité, ces rapports ne tiennent pas la route. Il y a un vrai problème dans tous ces rapports, c'est que d'abord les auteurs sont souvent anonymes, ce qui est toujours un peu problématique, mais surtout les témoins aussi sont anonymes, ce qui est encore plus problématique. Et moi, en lisant tous ces rapports, j'ai lu des dizaines de milliers de pages sur le sujet du Rwanda et du Congo. En lisant ces rapports, à chaque fois je me demandais, mais qui parle? Quels sont les témoins qui parlent? Et je ne savais pas. Et c'est pas du tout la même chose si c'est un Rwandais qui parle ou un Hutu réfugié qui parle, sachant que les Hutus réfugiés au Congo étaient le fer de lance du génocide, le noyau du génocide. Et que lorsqu'ils se sont réfugiés au Congo, leur intention était très claire. Ils l'exprimaient très clairement à l'époque. Ils disaient, nous voulons terminer le travail. Et le travail, c'était
ce génocide qui venait de se produire au Rwanda et qu'il fallait finaliser, aller jusqu'au bout, parce que à la fois l'idée du génocide est incroyable parce qu'elle est absolue, et puis pratiquement il y a toujours des problèmes parce que il y en a toujours des qui réussissent à survivre, il y en a toujours des qui ont été mal tués, il y en a toujours qui sortent en rampant de sous l'état de mort parce qu'on leur a mal coupé les tendons des chevilles. Il y a toujours des survivants, il y a toujours des rescapés. Et donc l'idée qui dominait à l'époque dans ces camps de réfugiés immenses au Congo était de finir le travail. Et donc des milices s'étaient reconstituées, l'armée s'était reconstituée, et le noyau dur du génocide s'était reconstitué. Et c'est ça qui est incroyable. Elle est terrible, cette expression, Patrick de Saint-Exupéry, terminer le travail. Des témoins dans votre livre vous parlent même de maladie. Maladie du sang, maladie de la mort, maladie de tuer. Et c'est prégnant dans tout votre ouvrage, cette espèce d'ambiance noire autour du chemin des exilés. Oui, vous avez raison. Alors c'est à la fois une ambiance noire et en même temps il y a beaucoup de lumière parce qu'il y a des rencontres qui sont absolument magnifiques. Moi je croise des gens magnifiques tout au long de ce chemin en posant des questions et j'ai des discussions qui sont merveilleuses. Et là en l'occurrence vous faites allusion aux propos d'une jeune Congolaise qui était née en 1994, c'est-à-dire l'année du génocide, que je croise dans une ville qui s'appelle Goma et qui me dit à un moment de la conversation ils nous ont donné le goût de tuer. Et en fait, on se rend compte, et ces mots étaient, il n'y a pas plus simple comme mots, et ces mots étaient d'une force étonnante, parce qu'ils étaient justes. Et on se rend compte, en fait, lorsqu'on prend le temps d'étudier, de rentrer d'essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, qu'il est possible de donner le goût de tuer à des gens. Et que la haine, c'est une maladie qui se répand comme un virus. Et ces réfugiés Hutus qui étaient au Congo ont répandu cette maladie de la haine à travers le Congo. Et le Congo a payé le prix, un prix lourd, mais de quelque chose qui ne le concernait pas, et en fait a payé le prix de l'inaction de la communauté internationale, qui n'a pas voulu mettre de l'ordre dans ces camps de réfugiés qui étaient devenus de purs diamants de haine. Dans votre livre, La Traversée, Patrick de Saint-Exupéry, on est incroyablement surpris par le nombre de belligérants qui se trouvent au Congo à ce moment-là. On a les exilés, on a les extrémistes parmi ces exilés, les tortionnaires d'hier, on a les combattants étrangers, on a les troupes de Mobutu, on a beaucoup de monde au Congo dans ces années-là. On a l'impression d'un incroyable puzzle. C'est un incroyable puzzle, ces événements qui se déroulent entre 94 et 1997 sont un incroyable puzzle. Et c'est d'ailleurs une des difficultés que l'on éprouve lorsqu'on lit les rapports que vous citiez tout à l'heure. Ces rapports citent une partie des belligérants, mais pas tous. Et on se demande pourquoi certains sont à peine cités ou subrepticement cités, alors que c'est une incroyable mêlée qui se produit à cette époque, pour une raison toute simple, entre autres, c'est que à l'époque le Congo s'appelle le Zaïre, et le président Mobutu, qui domine le Zaïre depuis plus de 30 ans, l'homme à la toque de léopard, est en train de perdre son pouvoir vacille. Donc tout le monde va aller vers le Congo, et ça va être une sorte de mêlée confuse. Mais c'est comme toutes les mêlées confuses, elles sont confuses parce qu'on ne veut pas les regarder. Et pourquoi on ne veut pas les regarder ? Par moments, on a le sentiment que le Congo, depuis Joseph Conrad, qui a écrit ce formidable livre, Le cœur des ténèbres, on a l'impression que cette image reste prégnante sur le Congo. Et pourtant, même au cœur des ténèbres, on peut lire les choses, on peut les décrypter, on peut les entendre, et même dans le noir le plus absolu, il y a toujours des bouts de lumière. Podcast by Tendance Ouest.
avec ce terrible génocide du Rwanda, Patrick de Saint-Exupéry, avec les suites au Congo, est-ce qu'on n'est pas au cœur du rôle de la France ou de son inaction autour de cette notion de France-Afrique, avec des choses magnifiques et puis des choses terribles aussi, parce que les intérêts parfois sont au-dessus des peuples? Écoutez, moi lorsqu'on me dit le mot France-Afrique, je vois pas de belles choses. Sincèrement, je vois pas de belles choses. Je connais des superbes histoires de Français en Afrique qui ont réussi à réaliser des choses, qui ont fait des choses, mais la plupart de ces histoires que je connais, elles relèvent de l'initiative individuelle. Ce qu'on appelle France-Afrique, c'est le tissu de relations qui s'est créé entre Paris, donc le pouvoir politique français, et ces pays tutélaires, vassaux, qui sont un certain nombre de pays en Afrique, comme, je sais pas, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, le Togo, où là on a vraiment des relations de vassal à seigneur entre le pouvoir politique français et ces capitales africaines. C'est ça la France-Afrique. Mais la réalité de la France en Afrique ne peut pas être réduite à la France-Afrique, parce qu'après, il y a tous ces Français qui se lancent en Afrique dans des aventures à titre individuel, mais qui sont parfois merveilleuses et superbes. À propos du rapport du projet Mapping publié en 2010, vous disiez tout à l'heure, Patrick de Saint-Exupéry, et j'y reviens un instant, qui parle? Est-ce que c'est précisément pour répondre d'une certaine manière à cette question que vous êtes reparti au Rwanda et en République démocratique du Congo pour faire ce reportage au long cours? Ah oui, bien sûr, évidemment, parce que j'avais cette question qui me troublait, et je me disais une deuxième chose dans la foulée. Je trouvais incroyable qu'on n'ait pas posé la question aux premiers concernés, à savoir les Congolais, qui étaient sur place à l'époque et qui vivent toujours sur place et qui sont les premiers témoins. Et donc moi je voulais à tout prix entendre la parole des Congolais, qu'ils me racontent eux-mêmes avec leurs mots ce qui s'était passé. Et je trouvais que c'était extrêmement important. Et en même temps, ça permet de comprendre aussi tout l'environnement, c'est-à-dire que vous parlez avec des gens qui sont isolés au milieu d'une forêt immense. Le Congo, c'est grand comme l'Europe de l'Ouest, c'est que de la forêt équatoriale partout, il y a pas de route, il y a pas des pistes en très très mauvais état. Enfin, voilà, il y a quelques villes mais qui sont sur le pourtour de la forêt, un peu comme des îles au bord d'un immense océan vert. Et je me disais, mais pourquoi on ne les entend pas, les Congolais? Pourquoi ils ne nous racontent pas eux-mêmes ce qui s'est passé? Et c'était vraiment le ressort de cette traversée, de ce voyage, c'était de rendre aux gens la parole. C'était aussi les Congolais sont les acteurs de leur histoire. Et si vous ne les écoutez pas, vous privez les acteurs de leur histoire de leur propre histoire. Et ça, je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses. C'est pas aux autres de raconter l'histoire des Congolais, c'est d'abord aux Congolais de raconter leur histoire. Et pourquoi il est important d'écrire la vérité sur cette histoire, Patrick de Saint-Exupéry? Pourquoi il est important pour vous, journaliste, d'écrire la vérité sur cette histoire? Parce que, pour moi, à titre personnel, cette histoire me révolte, mais pas depuis hier, depuis plus de 20 ans. Je trouve que l'attitude de Paris, parce que c'est pas la France, à l'époque l'implication française au Rwanda est secrète. Donc c'est pas la France, mais c'est Paris. Un certain nombre de responsables, une quinzaine, une vingtaine, qui vont mener cette politique au Rwanda, qui est une politique qui va aboutir à un génocide. Et ça, c'est inacceptable. Enfin, pour moi, je trouve que je ne peux pas l'accepter. Je trouve ça indigne. Et je trouve ça d'autant plus indigne que ces responsables-là tentent d'esquiver leurs responsabilités en noyant le poisson, comme je vous le disais. Donc en travestissant la réalité des événements. Et donc je vois un mensonge qui se construit dans le temps et qui se renforce. Moi, je ne sais pas, mais je pense que vos éditeurs seront assez d'accord sur la question, en tout cas. Est-ce que moi, Français, je peux l'accepter ? Podcast by Tendance Ouest.
disiez tout à l'heure, Patrick de Saint-Exupéry, il y a de la lumière dans ce livre. Il y a de la lumière parce que vous faites des rencontres incroyables de personnages particulièrement touchants, de tous bords, je dirais, dans cet ouvrage. C'est la base de votre travail, là, de votre recherche, ces rencontres-là, ces échanges-là, quel que soit l'endroit, parce que vous décrivez aussi très bien les endroits dans lesquels vous vous trouvez en quelques lignes. Ces rencontres-là peuvent permettre de d'écrire l'histoire et non pas de la réécrire. Ah oui, c'est la base. L'échange avec les gens, se parler, se raconter les choses, se dire les choses, c'est la base. Mais vous savez, j'ai rencontré des Congolais que je trouve magnifiques, mais pendant l'opération turquoise, il y avait des soldats français qui étaient magnifiques. Les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles parfois elles le paraissent. Autant pendant l'opération turquoise qui est intervenue à la fin du génocide au Rwanda, il se pose de vraies questions et de graves questions quant à un certain nombre d'officiers supérieurs. Autant les hommes sur le terrain avaient compris et ils étaient indignés. Moi, j'ai entendu des soldats français pendant cette opération me dire on en a marre de se faire réclamer par des assassins. Ils avaient compris. Et dans le même temps, ils recevaient des ordres qui leur disaient aidez ces assassins. Allez expliquer aux soldats ce qu'on leur a demandé de faire. C'est dingue. Et de la même manière, les Congolais, on leur a ressassé à travers tous les médias internationaux pendant des années et des années que leur pays avait été le théâtre d'un deuxième génocide. Et lorsqu'ils vous racontent, ils vous disent, au bout des discussions, ben non, c'était pas un génocide. Mais c'est incroyable ce qu'on a essayé de faire à ces gens. Vous qui avez reçu le prix Bayeux des correspondants de guerre, Patrick de Saint-Exupéry, à l'heure des tweets à 140 caractères, il est essentiel, elle est essentielle, cette pratique du journalisme de terrain au long cours, ce journalisme qui prend le temps. Ah oui, après, vous savez, oui, c'est essentiel, oui, c'est fondamental. Et en fait, il y a deux choses qui sont essentielles et fondamentales. C'est à la fois être capable par moment, c'est pas une règle systématique, mais de prendre le temps, et puis aussi, et surtout, de pouvoir aller sur le terrain, de pouvoir aller vraiment à la rencontre des gens, mais pas au travers d'un écran virtuel ou au travers d'Internet, mais de pouvoir être sur place, aller sur le terrain, parce que le terrain et les gens dans le terrain, on est dans des situations, et ces situations expriment à chaque fois une vérité qu'on ne peut pas retrouver d'une autre manière. Et si je vais être clair dans mon propos, j'ai été au Rwanda pendant le génocide. Les 3 premiers jours, lorsque je suis rentré au Rwanda, en mai 1994, il y avait que des morts. Je ne peux pas le dire autrement, il y avait que des morts. Je n'avais rien à raconter. Rien. C'était en une ligne. Ça fait 3 jours que je roule dans ce pays, il n'y a que des morts. Voilà, ça faisait 2 lignes. C'est tout ce que je pouvais raconter. Et puis le 3e jour, je suis tombé sur des rescapés. J'étais avec plusieurs journalistes, un collègue, et on est tombé sur des rescapés. Et on a entendu leurs récits. Et leurs récits étaient des récits complètement fous, enfin incroyables, déments, dingues. Ce qu'ils racontaient était au-delà de ce que l'on pouvait croire. Mais j'étais sur place et je les croyais parce que je voyais, je comprenais les choses. Et en même temps, je me disais, et j'avais raison, si je retranscris ça comme ça à Paris, personne ne comprendra, personne ne voudra y croire. Et parce que j'étais sur le terrain, j'ai compris beaucoup de choses. Et ça, c'est extrêmement précieux. Être capable, pouvoir avoir cette possibilité, à un moment donné, d'aller sur place, d'aller y voir. C'est ce que disait Albert Londres, aller y voir. Aller sur le terrain, c'est là où on comprendra si c'est pertinent ou si ça n'est pas pertinent. Le terrain, c'est l'épreuve de vérité. Il y a un élément essentiel pour le journaliste que vous êtes, Patrick de Saint-Exupéry, et qui manque dans ce dossier, sont les archives françaises. En 2019, Emmanuel Macron d'ailleurs a annoncé l'ouverture de ces archives françaises concernant le Rwanda à une commission d'historiens. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? On attend aujourd'hui un rapport d'une commission d'historiens qui a été mise en place par le président Emmanuel Macron, qui devrait rendre ses conclusions au début avril. Mais ce qui est fascinant sur ce côté archive, c'est que tout à l'heure, par exemple, je parlais de cette opération turquoise, 2500 soldats français envoyés au Congo à la fin du génocide des Tutsis au Rwanda au nom de l'humanitaire. Donc c'était une opération humanitaire, c'était en 1994. Depuis 1994, cette opération humanitaire
est toujours couverte par le secret défense. C'est incroyable. Une opération humanitaire couverte par le secret défense. La plupart des documents, un certain nombre ont fuité, mais il reste toujours des documents qui sont inaccessibles. Et l'on parle d'humanitaire, c'est-à-dire de quelque chose, d'une histoire qui devrait se lire à livre ouvert. Et non, c'est toujours secret défense. C'est, dans cette histoire, on marche sur la tête. Plusieurs criminels de guerre ont trouvé refuge en France, Patrick de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, ils habitent en France. Est-ce qu'ils devraient être jugés, selon vous ? Évidemment, juger, en tout cas, passer devant la justice, c'est l'occasion de se défendre, de plaider son innocence. Et la justice tranche. Mais tant qu'on ne passe pas en justice, si l'on est soupçonné, on reste soupçonné. C'est une position extrêmement inconfortable. La justice est nécessaire à un moment donné. Récemment, on a arrêté en France le financier du génocide des Tutsis qui habitait dans la banlieue parisienne. C'était M. Kabouga. Ça faisait des années qu'il était caché dans la banlieue parisienne et c'est le financier du génocide des Tutsis. C'est incroyable. Madame Abiyarimana, la femme de l'ancien président rwandais, vit toujours en banlieue parisienne, alors que de très lourds soupçons pèsent contre elle. Il y a une inertie de la justice qui, par moments, en France, est inexplicable. Il y a plus d'une vingtaine de procédures qui ont été lancées contre des personnes soupçonnées, des réfugiés en France soupçonnés d'avoir participé au génocide. Très peu ont abouti. Et pourtant, ça fait 10 ans, 15 ans que ça dure. Et la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur ces dossiers-là pour lenteur de sa justice. Avant de vous quitter, Patrick de Saint-Exupéry, parce qu'il va falloir se quitter, j'invite d'abord nos auditeurs vraiment à lire cet ouvrage, ce reportage, La Traversée, aux éditions Les Arènes, une odyssée au cœur de l'Afrique. Et puis j'ai envie de vous poser cette question, peut-être un peu plus personnelle, Patrick de Saint-Exupéry. On vous sent touché par cette histoire du Rwanda que vous couvrez depuis plus de 20 ans. Est-ce que c'est ce crime contre l'humanité de 94 qui vous poursuit ou c'est vous qui le poursuivez ? Ni l'un ni l'autre, je crois. Moi, j'ai entendu beaucoup de gens parler de l'honneur de la France. Et lorsqu'ils en parlaient, j'avais l'impression que ces mots sonnent creux, que c'était une incantation. Et je pense que l'honneur de la France, c'est pas une incantation. Je pense que c'est quelque chose de concret. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.